Bonjour, je vous parle de Guru Priya Télévision, une chaîne de télévision du Kerala où je suis actuellement en compagnie de Sarvatma Mitra. Bonjour. Que je vais vous présenter pour cette émission. Donc Sarvatma est enseignant de yoga depuis une trentaine d'années. Il enseigne le yoga dans le Kerala, donc près de Varkala, où il a créé un centre Maitri Mandir il y a 14 ans. Il accueille des étrangers, des Indiens, des Français. Et Sarvatma connaît aussi très bien la France, où il se rend régulièrement depuis une dizaine d'années, où il enseigne également le yoga, le massage, il propose des conférences. Et je suis là aujourd'hui pour lui poser quelques questions au sujet justement du yoga et de ses projets, des projets qu'il a créés autour du yoga. Donc Sarvatma, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé pour créer toute cette ambiance autour du yoga pour les personnes qui sont en quête de réponses autour du yoga? Merci, merci beaucoup pour cette question, Fabienne. Ça m'est venu il y a longtemps, cette idée. J'avais toujours remarqué beaucoup d'Occidentaux qui viennent en Inde. Souvent, leur visite est restée très superficielle. Ils passent dans des lieux touristiques, ils passent des temps dans les plages. En fait, c'est une forme de tourisme qui n'est pas vraiment utile. C'est des découvertes de l'Inde sans vraiment rencontrer l'Inde. Et donc, je dis, il y a beaucoup de barrières pour rencontrer l'Inde et sa culture et la profondeur spirituelle de l'Inde. Donc, la plupart des ashrams ne proposent pas véritable échange. On survole et souvent, il y a énormément de barrières. Donc, je voulais créer un lieu où on peut rencontrer dans une plateforme d'égalité. C'est pour ça que j'ai appelé Maitri Mandir. Que signifie donc Maitri Mandir? Maitri Mandir, c'est-à-dire la maison de l'amitié. Okay. Donc ici, on est amis. Donc, quand on est amis, on est égaux. Et donc, dans cette égalité, on peut avoir des vrais échanges. C'est pas comme dans les plages, il y a des restaurants, il y a des hôtels où on est toujours motivé par des rapports commerciaux. Donc là, c'est si on vit ensemble dans un endroit, comme une famille, et puis on peut faire beaucoup de choses. On peut échanger la connaissance, on peut échanger du temps, manger ensemble, vivre ensemble. C'est ça, Maitri Mandir. Ok, merci beaucoup. Sarvatma. On parle beaucoup du yoga aujourd'hui. Il est souvent d'ailleurs plus célèbre que connu et beaucoup de personnes s'interrogent à ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quelle est ta conception du yoga? Yoga, ça veut dire union. Union, c'est possible quand il y a de l'amour. Quand il n'y a pas d'union, l'amour n'existe pas. Quand l'amour n'existe pas, il y a des unions. Donc, yoga devient pour moi l'art de l'harmonie, l'art d'aimer. Si on donne une autre interprétation, c'est-à-dire union de corps et âme ou union de microcosme et macrocosme, ça va rester dans un domaine intellectuel. Donc on a besoin de quelque chose qui peut embellir notre vie, nos relations avec la nature, avec nous-mêmes, avec les autres. Donc yoga, c'est toujours l'effort de trouver l'harmonie dans notre vie. Tu as voyagé beaucoup en France, en Europe, dans le monde, en Occident, et tu as pu découvrir que le mode de vie occidental, la culture, le mode de pensée est très différent du mode de vie et de la pensée indienne et kéralaise notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer aux Occidentaux une façon autre de voir le monde, donc à travers bien sûr le yoga? C'est vrai que le yoga est né en Inde. Le yoga est né en Inde à un moment où l'Inde est devenue un peu comme l'Occident actuel. On a développé la cité de Mohenjo-daro et Harappa. On avait des vies presque pareilles. Les gens s'isolaient de la nature
et commencent à vivre côte à côte dans des bâtiments ou loin de la nature, et qu'il n'y a pas que la nourriture qu'on mange, il y a d'autres nourritures. La nature, de voir la verdure, c'est une nourriture. Respirer l'air, marcher libre dans la nature, c'est une forme de nourriture. Donc le monde occidental est aussi en train d'aller vers cette direction. On est en train de bétonner, on est en train de goudronner, nous sommes en train d'isoler nous-mêmes de la nature. Nous vivons certaines carences spirituelles à travers ça. Donc le yoga peut nous aider à se connecter avec soi-même, parce que malgré notre entourage, ça peut être centre-ville de Paris, notre corps reste 100% naturel. Et donc le yoga, c'est le moyen rapide et partout, parce que là où vous êtes avec votre corps. Donc il est tout à fait possible de se connecter avec soi-même. Et donc ça, c'est la façon, le yoga, pour répondre les éloignements, cette aliénation que le monde occidental vit actuellement. C'est pour ça que le yoga est très pertinent et c'est très simple. C'est pas basé sur les croyances, c'est pas basé sur des pratiques spirituelles compliquées. C'est une façon de respirer, habiter le corps, la façon de bien se nourrir et aussi des rapports avec les autres harmonieux avec soi-même. C'est pour ça que j'ai trouvé que le yoga est apte à enseigner aussi en Occident et en Inde, bien sûr. Le yoga est donc une discipline unitive, qu'on pourrait dire psychocorporelle, qui agit aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Est-ce que tu enseignes, toi, les deux aspects du yoga, à la fois corporel et psychique? C'est très bonne question. Le yoga, c'est l'adaptation. C'est pour ça qu'il y a des multiples façons de pratiquer le yoga. Si quelqu'un qui est hyperactif, on ne peut pas proposer un yoga très passif. On a besoin de donner des aspects de karma yoga, hatha yoga. Quelqu'un qui est extrêmement intellectuel, on ne peut pas non plus parler yoga de l'amour, de bhakti yoga. Donc il y a toujours une sorte d'adaptation. Donc on ne peut pas entièrement oublier tous les aspects du yoga. On peut s'arranger pour donner la facilité pour l'individu, pour débuter, mais on est obligé de passer par chaque aspect du yoga. Donc le corps, la pensée, et notre âme, et l'univers, tout est considéré dans le yoga et on ne peut pas enlever une partie parce que yoga c'est l'union. Et donc on est obligé de garder tous les aspects du yoga. La plupart des Occidentaux qui sont en quête de réponses autour du yoga et qui ont envie de trouver ces réponses en Inde vont surtout dans le nord de l'Inde, dans les lieux autour du Gange, les villes comme Benares ou les régions himalayennes. Et toi, tu es installé et tu vis dans le Kerala, donc cette région du sud-ouest de l'Inde. Est-ce que tu peux expliquer ce choix? Je suis né ici. Chaque pays, quand on est né, il y a une raison parce que l'univers a choisi de naître là, qui nous a donné cette place. Et partir, c'est nécessaire de son lieu de naissance, mais revenir, c'est pour rectifier les problèmes qui nous a poussés à partir. C'est pour ça. Donc quand je quittais ce village, Kerala, je n'avais pas vu toutes les richesses exister ici. Et en voyageant, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'est ma mission ici, pour ce village. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Certainement, Kerala, c'est très riche dans plusieurs aspects, culturels et spirituels. C'est une autre raison. Justement, il y a aussi des Occidentaux comme moi qui sont attirés également par le sud de l'Inde et donc le Kerala. Est-ce que tu pourrais nous présenter précisément les richesses culturelles, spirituelles et touristiques également de cette région? Kerala devient de plus en plus connu.
Parce qu'autrefois, on parlait beaucoup Cachemire parce que le lieu le plus joli, etc. Malheureusement, maintenant, c'est un champ de bataille. Et qu'après, quel est le coin de l'Inde le plus beau? C'est Kerala. Ce n'est pas uniquement de la richesse de la nature, c'est aussi la culture. Kerala est séparé du reste de l'Inde par des montagnes, on appelle les Sakhya. Et ça donne aussi une sorte de séparation avec le reste de l'Inde. Et les côtes Malabar étaient toujours ouvertes à la commerce des épices. Donc les Chinois, les Phéniciens, les Arabes, et aussi plus tard les Portugais, les Français, les Anglais, les Hollandais, ils sont tous venus ici. Donc Kerala, c'est un état de multiculture. Donc il y a déjà une très grande ouverture. Et cette grande ouverture a rendu Kerala très accueillant. Et en plus, Kerala n'a jamais connu la guerre. Même si on recule à 5000 ans en arrière, il n'y a pas de guerre. Il y avait des bagarres, mais on ne peut pas considérer comme une guerre. Donc, le peuple ne connaît pas la guerre. Heureusement. Donc, ça nous donne la possibilité d'être contemplatif, par nature. Et donc, c'est intéressant de venir pour rencontrer le vrai l'Inde. Parce que le nord de l'Inde a toujours été envahi par d'autres cultures. Donc, si vous visitez, bien sûr, l'Inde reste toujours l'Inde, mais une forte influence des cultures arabes est visible. Merci pour les explications que tu as données, Sarvatma, sur le yoga. On parle aujourd'hui beaucoup de la méditation et beaucoup de personnes se questionnent à ce sujet. La méditation qui fait partie du yoga. Enseignes-tu la méditation également? Et enseignes-tu également les aspects les plus spirituels du yoga? Merci pour cette question. Yoga, c'est une approche holistique. Donc, on ne peut pas éliminer une partie. Aspect physique, spirituel, psychologique, méditation, tout est lié. Donc, la partie la plus intéressante du yoga, c'est ressentir notre nature unique qui embrasse l'univers tout entier. Le un. Donc, le yogi va ressentir sa nature véritable qui englobe en fait l'univers visible et invisible et la transcendance. Donc une fois qu'on est habité par cette identité en tant que Brahma, en tant que l'absolu, là, je dirais, l'individu arrive à sa puissance potentielle absolue, ultime capacité de l'individu. Et là, on va regarder l'univers comme son propre reflet. On n'a pas besoin de dire à un individu comme ça, il faut aimer, il faut protéger la nature, parce qu'il sait spontanément et que tout ce qu'il fait pour lui, c'est pour aussi l'autre. Ça, c'est le plus intéressant, le plus haut niveau de yoga. Et puis méditation, et souvent c'est méconnu parce que même le mot méditer, ça veut dire penser en français à l'origine. Méditer, c'est un moment où notre corps et notre système nerveux au repos. Je peux définir ça plus facilement en disant que quand vous ne bougez pas, quand vous ne rêvez pas, ne pensez pas, quand vous ne dormez pas, vous êtes en méditation. Il est clair en t'écoutant que le yoga est une discipline unitive, holistique, comme tu le dis. Alors, juste en quelques mots, est-ce que tu pourrais résumer l'essentiel, le cœur en fait de cette pratique holistique qu'est le yoga? Merci. Pour moi, c'est le maître de yoga, c'est Patanjali. C'est Patanjali qui nous a donné les bases du yoga. Donc, il parle de 8 membres de yoga. Donc, on commence par Yama Niyama. Souvent, dans l'enseignement, on ne fait pas attention à Yama Niyama. Donc, pour moi, c'est déjà pratiquer le Yama Niyama, ça va rendre pas seulement l'individu, mais la société tout entière à un état d'harmonie. Peux-tu dire juste en quelques mots ce que sont les yamas et les niyamas dans les Yoga Sutras de Patanjali? Yama, c'est la discipline vis-à-vis des autres.
Donc souvent, on ne fait pas trop attention à régler notre vie parce que yoga, c'est une recherche d'aller vers l'unité. Si nous avons des problèmes avec les autres dans la société, si vous êtes en train de travailler pour une entreprise qui n'est pas forcément positive pour la société, et puis on pratique le yoga à côté, ça fait contradictoire. Donc on a besoin d'avoir un respect de la vie, parole juste, absence d'attachement, de possession et désir de prendre. Et aussi, quelquefois, on fait des errances de notre chemin. Donc, rester toujours dans le chemin. Ce sont des fondements de Yama. Et Niyama, c'est l'amour pour soi. Si on ne fait pas suffisamment d'attention à soi, dans ces cas, on ne peut pas pratiquer le yoga. Donc, ça veut dire être propre, être heureux, être dans la rigueur, approfondir notre connaissance de soi et aussi pratiquer cette perpétuelle connexion avec le sacré. Ça, c'est Yama et Niyama. Peux-tu nous dire finalement en quoi le yoga aujourd'hui est nécessaire pour nous en tant qu'art de vivre? Nous vivons dans une époque de fragmentation. Les individus, ils sont peut-être riches, ils ont une profession, ils ont une famille, et tout va bien, mais encore l'individu se sent séparé. Il y a une sorte d'aliénation. On ne trouve pas les sens. On vit avec quelqu'un, peut-être tout va bien dans leur vie du couple, la famille, tout va bien, la santé est impeccable, mais toujours au fond de nous, il y a une amertume. Ça révèle notre besoin spirituel. Nos systèmes éducatifs ne donnent pas les moyens pour répondre à ce besoin. Pourtant, c'est un besoin vital. Je peux tout avoir si je ne sens pas le sens de ma vie. Rien ne peut être intéressant. Donc, yoga donne cette réponse. Le yoga va connecter en fait tous les éléments de la vie. Oui, une vie de couple intéressant, une vie familiale, c'est nécessaire, un rapport avec la société, c'est indispensable, et aussi la connexion avec l'univers, parce que nous sommes des êtres cosmiques. Et si on oublie cet aspect, on ne peut pas être heureux. Donc cet aspect spirituel va redéfinir notre art de vivre. Ça va nous donner une idée comment on peut s'alimenter. Est-ce que je vais détruire le monde pour me nourrir? Est-ce que je vais tuer un animal pour mon plaisir? Ainsi qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont relevés par le yoga. Donc on n'a pas besoin d'avoir une recette pour vivre. Ça suffit de sentir un avec l'univers. On sait ce qu'il faut faire. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas basé sur un livre. On n'a pas de recettes. On est libre, penseur, on ressent avec le cœur et on vit en fonction de notre dharma. Donc le yoga nous aide à ressentir notre nature intrinsèque, ce qu'on appelle le dharma. Sarvatma, tu as étudié entre l'âge de 18 et 35 ans auprès de Sri Narayana Guru, un maître de yoga dans ta région, le Kerala. Tu as étudié avec lui le yoga et le Vedanta. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cette longue période d'études a influencé ta vie personnelle et aussi toutes tes réalisations, compris professionnelles? Un maître, c'est une source d'inspiration. C'est un maître qui m'a influencé dès mon jeune âge en fait. Donc j'ai vraiment commencé mes études dans cette école à 18 ans. Avant même d'arriver à l'école, je commence à lire ces livres. Un des livres qu'on appelle Janani Navaratna Manjari, il parle comment le monde est créé. À l'époque, j'étais très intéressé pour savoir comment le monde est créé. Je regardais les livres scientifiques qui ne donnent pas des confirmations. Il y a toujours des théories, mais c'est que des suppositions. Il n'y a pas de confirmation. Et dans ce livre, il parle d'une façon très claire, simple, avec certitude,
et aussi expérimentable. Et là, ça m'a vraiment interpellé et j'ai commencé à lire de plus en plus. Mais par contre, plus tard, j'ai compris, à travers le maître, tout ce qu'on fait pour soi doit contribuer au plaisir, au bonheur des autres. Aimer, c'est vivre. Ce sont des enseignements qui m'ont toujours guidé tout au long de ma vie. C'est lui qui m'a inspiré pour à la fois faire une quête spirituelle, et cette quête spirituelle fait toujours compléter par une action sociale. Et il m'a appris, si l'amour que tu as, tu n'exprimes pas, c'est une illusion. Si on dit que je suis sage, mais cette sagesse n'est pas exprimée pour le bénéfice des autres, cette sagesse n'a pas d'utilité. Donc, à travers sa vie, il nous a déjà montré sa réalisation, son éveil spirituel était la raison pour 80% des Kéralais qui étaient dans une servitude à travers le système des castes, qui s'est sorti, quoi. Donc, c'est une personne qui a pu à la fois réaliser spirituellement et sa réalisation agit dans la vie pour le bénéfice des autres. Et je veux faire pareil. Donc l'influence de ton maître a été très importante d'après ce que j'ai entendu, à la fois dans ta vie personnelle, spirituelle, mais aussi dans ton action dans le monde. Et comment pourrais-tu présenter tous les projets que tu as réalisés, donc à Maitri Mandir, l'association que tu as créée, qui s'appelle donc la Maison de l'Amitié. Qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui peuvent venir ici découvrir la culture du Kerala, le yoga et peut-être plein d'autres choses? Maitri Mandir est une association. Quand Narayana Guru voulait montrer un chemin de sortie pour le peuple qui souffrait, il nous a dit 8 choses. Il dit: pratiquez la propreté, instruisez-vous et entrez dans une spiritualité sans mur. Et créer des associations, cultiver sa nourriture pour éviter de se vendre pour se nourrir. Et quand on cultive, certainement il y aura plus. Et ce plus, vendez. Et entrez dans le commerce. Et le commerce va nous donner de l'argent, des richesses, pour développer d'autres capacités intellectuelles et aussi manuelles. Et c'est tout ça qui va nous aider pour passer aux dernières étapes d'évolution. C'est une vie intelligente, une vie qui considère notre véritable nature et aussi notre exigence de la société. Donc je voulais pratiquer ça dans ma vie. Donc premièrement, je pensais à développer la santé mentale et physique et aussi la possibilité d'apprendre. Donc pas seulement des choses du monde, mais apprendre des métiers. Donc aider des gens de trouver des travaux pour se libérer des contraintes financières. Parce que quand on vit dans les contraintes financières, c'est difficile de cultiver la liberté de l'esprit. Et aussi développer le troc, et créer un réseau parallèle économique pour pouvoir un peu contourner le système habituel basé sur le système monétaire, qui est, pour moi, c'est le plus dangereux système qui provoque la pauvreté dans le monde entier. Et deuxième objectif, c'est surtout créer des échanges culturels. Pour comprendre que l'être humain, il est partout pareil. Au-delà de nos différences raciales, linguistiques ou culturelles. Et puis aussi, il y a des divisions dans le monde. Je voudrais créer des études, créer des plateformes pour discussion entre des religions. Donc, les dialogues interreligieux, études comparées des religions, pour sortir de l'emprise de Dieu sur notre vie. C'est un pays de Dieu, donc les dieux sont très nombreux et ils pèsent sur la vie
des êtres. Et souvent, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que c'est le Dieu, quoi. Donc, cette exploration, cette comparaison va nous faire comprendre qu'en fait, Dieu, c'est notre propre création. Donc, nous cherchons à s'ouvrir pas seulement aux Indiens et aussi à l'Occident. Et cette interaction qui nous a créé la possibilité de développer des ressources pour financer nos projets humanitaires. On fait des activités pour sauver les chiens de rue, pour développer une écologie par recyclage. Et on fait des visites guidées pour découvrir l'Inde, aussi des cures ayurvédiques pour venir ici, pour refaire la santé. Voilà, Sarvatma, donc tu enseignes le yoga, tu proposes des conférences, des satsangs sur le yoga et la vie spirituelle, tu proposes beaucoup d'activités et notamment tu proposes aussi des formations en massage quand tu viens en France. Pour terminer, de toutes ces expériences, est-ce que tu pourrais nous dire voilà, un souvenir inoubliable, incroyable de cette expérience d'enseignement et de soins et de conférencier? C'est vrai que ça fait très longtemps que j'enseigne, pratiquement 30 ans d'expérience, sur 30 ans, 27 ans en France, donc j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'événements qui me touchent, mais parmi toutes les expériences, je pense, de l'histoire des chrétiens, qui est devenu maintenant un très grand ami. Il est venu dans une situation très difficile, sans travail, sans finances. Il m'a demandé de l'aide. Il m'a dit, à travers le yoga, peut-être il peut trouver. Donc je lui dis, ton maître, c'est toi-même. Pratique. Donc je donnais quelques pratiques. Et je dis, voilà, tu cherches, tu fais ton propre trait, les postures. Quand tu trouves que ça te fait du bien, tu continues. Quand ça te fait du mal, tu ne fais pas. Et il a consacré des heures de sa vie. En fait, le secret, c'est son investissement. Peut-être j'avais passé 10 minutes avec lui, mais quelques années après, il est devenu un enseignant de yoga. C'est-à-dire, c'est très important de donner confiance à la personne, parce que le maître, c'est toujours à l'intérieur. Donc, mon travail, c'est comprendre chaque élève que son maître, c'est lui. Ça, c'est remarquable pour moi dans mon expérience d'enseignement. Après, au niveau des soins, c'est surtout mon expérience personnelle. Tout au long de mon enfance, j'ai eu des problèmes de santé importants. Et par exemple, quand j'ai eu des infections répétées de mon amygdale, et le docteur m'a dit il faut soit faire opérer ou il faut prendre des antibiotiques régulièrement. Et puis j'ai trouvé quelques simples exercices de pranayama, et notamment le simhasana, en 3 semaines. C'était guéri à tout jamais. Donc depuis, je conseille tous mes patients qui viennent trouver les solutions à travers le yoga. Certainement, on peut développer cet aspect thérapeutique du yoga pour tout le monde. Si on réfléchit bien, peut-être si tout le monde a appliqué le yoga pour leurs maux physiques et mentaux, peut-être il n'y aura pas autant de docteurs et des hôpitaux. Merci beaucoup. Le yoga, donc, pour améliorer et embellir notre vie. Oui. Merci pour ta contribution et à très bientôt. Merci.